Le Panama n'est pas seulement un pays sur la carte, c'est un pont entre les mondes, un territoire qui a été témoin d'empires, de trahisons, de conquêtes et de combats pour la liberté. C'est une nation qui a connu la gloire et l'oppression, le progrès et le sacrifice, des premières civilisations indigènes à la construction du canal, de la domination étrangère à la lutte pour la souveraineté. Le Panama a été le théâtre de batailles, de rêves et de résilience. Mais connaissons-nous vraiment l'histoire qui nous définit? Beaucoup ont voulu écrire notre destin, mais seuls les Panaméens ont été les véritables protagonistes de leur histoire. Depuis des siècles, le peuple panaméen se bat pour son identité, son indépendance et son droit de décider de son propre avenir. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage épique à travers les moments qui ont marqué notre pays. Une histoire de gloire et de trahison, de héros et de méchants, de sacrifices et de victoires. Parce que comprendre l'histoire du Panama, c'est comprendre qui nous sommes et où nous allons. Préparez-vous à découvrir la véritable histoire du Panama. Commençons. Avant de commencer ce voyage épique à travers l'histoire du Panama, j'ai besoin de votre aide. Si vous êtes ici, c'est parce que vous souhaitez en savoir plus sur notre histoire, nos racines et notre identité. Et pour que davantage de personnes découvrent ce contenu, votre soutien est essentiel. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Laissez-moi un commentaire en disant « Le Panama est formidable et son histoire mérite d'être racontée ». Avec ce simple geste, vous aiderez cette vidéo à toucher davantage de personnes, afin qu'ensemble, nous continuions à sauver l'histoire de notre terre. Faites-le maintenant et commençons. Ou-2, le paradis précolombien, avant l'arrivée des Espagnols. Bien avant que les Européens ne mettent le pied sur ces terres, le Panama était un paradis naturel, habité par des cultures indigènes avec leurs propres coutumes, langues et modes de vie. C'était un monde où la forêt tropicale était la grande protectrice, les rivières étaient des autoroutes naturelles et la terre était sacrée. Parmi les peuples qui habitaient la région se trouvaient les Kuna, connus pour leur mola colorés et leur forte identité culturelle. Les Naïbes buglés, experts en agriculture et avec une vision du monde liée à la nature, et les Ambera, navigateurs qualifiés et artisans de l'or et du bois. Ces villes ont non seulement survécu, mais elles ont prospéré. Ils cultivaient du maïs, du manioc, des haricots et du cacao, chassaient dans la jungle et pêchaient dans les rivières et la mer. De plus, ils faisaient partie d'un vaste réseau commercial reliant l'Amérique du Sud à la Mésoamérique. Depuis l'Antiquité, les indigènes panaméens échangeaient du jade, des coquillages, du coton et même de l'or, avec d'autres civilisations comme les Mayas et les Incas. Mais la vie n'a pas toujours été paisible. Les tribus panaméennes se battaient également entre elles, défendant leur territoire contre les envahisseurs ou élargissant leurs domaines. C'étaient de courageux guerriers qui utilisaient des arcs et des flèches, des lances et des sarbacanes empoisonnées pour protéger leur village. Cependant, ce monde allait changer à jamais avec l'arrivée d'un nouvel ennemi inconnu, les Européens. À l'horizon, des navires approchaient avec des hommes à la peau blanche, vêtus d'armures métalliques, chevauchant des chevaux qui ressemblaient à des créatures mythologiques et armés d'armes crachant du feu. Plus rien ne serait comme avant. Le destin du Panama était sur le point de E2, 1501, Rodrigo de Bastidas et la découverte de Panama. L'année 1101 marque un point de non-retour pour les terres panaméennes et ses habitants. Jusqu'alors, l'isthme était un monde isolé, avec ses propres règles, coutumes et langues. Mais cette année-là, la mer des Caraïbes voit arriver une expédition qui va changer à jamais le destin de cette terre. Le commandant de cette expédition était Rodrigo de Bastidas, un navigateur et conquistador espagnol qui, avec son compagnon Juan de la Cosa, avait obtenu la permission de la couronne espagnole pour explorer les côtes du Nouveau Monde à la recherche de richesses et de nouvelles terres pour l'Empire. Son objectif était de suivre les traces de Christophe Colomb,
Mais Bastidas voulait aller plus loin, explorer l'inconnu, toucher des terres qu'aucun Européen n'avait vues auparavant. Ainsi, avec ses navires chargés de provisions, ses marins et son insatiable désir de découverte, Bastidas navigue le long des côtes de l'actuel Venezuela et de la Colombie, jusqu'à ce qu'en 1501, son regard se pose sur la côte du Darien, dans l'actuel Panama. À ce moment-là, sans le savoir, il devint le premier Européen à apercevoir cette terre riche et jungle. Ce qu'il a découvert était une terre pleine de végétation luxuriante, avec de puissantes rivières et des plages dorées. Mais ce n'était pas inhabité. Très vite, lui et son équipage se sont rendus compte que les habitants du Panama les observaient avec la même surprise avec laquelle ils considéraient les indigènes. Les premiers contacts avec les indigènes furent prudents. Pour les indigènes, ces hommes à la peau blanche, vêtus d'armures étincelantes et portant d'étranges bateaux, étaient quelque chose de jamais vu auparavant. Ils s'approchaient avec suspicion, curiosité, mais aussi méfiance. Les Espagnols, quant à eux, savaient que pour survivre sur ces nouvelles terres, ils devaient établir des liens avec les locaux, apprendre d'eux et, finalement, trouver un moyen de les exploiter à leur profit. Bastidas n'était pas comme les autres conquérants impitoyables, arrivés l'épée dégainée. Sa stratégie était différente. Au lieu d'attaquer et de soumettre immédiatement les indigènes, il essayait de commercer avec eux. Il leur offrit des bibelots, des miroirs et des tissus colorés en échange d'or et de nourriture. Au début, les indigènes échangeaient de petits objets, sans imaginer que ces étrangers recherchaient quelque chose de bien plus grand, le contrôle total de leurs terres. Mais le destin avait d'autres projets pour Bastidas. Leur voyage fut interrompu par un ennemi inattendu, le bois pourri de leurs navires et les forts courants tropicaux qui finirent par sérieusement endommager leurs navires. Voyant que la situation devenait dangereuse et qu'ils n'avaient pas les ressources nécessaires pour établir une colonie, Bastidas décida de retourner en Espagne pour réparer ses navires et raconter sa découverte. Mais l'impact de son expédition était déjà irréversible. Ces histoires sur une terre pleine de richesses, avec des rivières dorées et un territoire stratégique entre deux océans, ont suscité l'intérêt de la couronne espagnole. Bastidas avait ouvert la porte, mais d'autres explorateurs allaient bientôt suivre leur chemin, avec des intentions plus ambitieuses et plus impitoyables. L'isthme de Panama avait été découvert par les Européens. La suite serait la conquête et la transformation totale de ces terres. 3. Vasco Núñez de Balboa et la découverte de l'océan Pacifique, 1513. La découverte du Panama par Rodrigo de Bastidas en 1501 avait éveillé l'intérêt des Espagnols, mais ce qui a véritablement cimenté l'importance de l'isthme dans l'histoire fut un événement qui allait changer à jamais la géopolitique mondiale. La découverte de l'océan Pacifique en 1513, une réalisation attribuée à Vasco Núñez de Balboa. Qui était Vasco Núñez de Balboa? Balboa n'était ni un noble, ni un conquistador doté de grands titres. Il est né en Espagne, dans la région d'Estrémadure, vers 1475, et dès son plus jeune âge, il a été attiré par les histoires de richesse du Nouveau Monde. Au départ, il a voyagé en Amérique en tant que colon, essayant de s'installer sur l'île d'Hispaniola, aujourd'hui la République dominicaine et Haïti. Mais les choses ne se sont pas bien passées pour lui. Sans argent et plein de dettes, Balboa a dû fuir et se cacher comme passager clandestin sur un navire en route vers Tierra Firme, aujourd'hui Panama, sans savoir que le destin lui réservait un exploit immortel. L'ascension de Balboa dans le Darien. À son arrivée sur la côte caraïbe du Panama, Balboa rejoignit un groupe d'explorateurs qui établissait une colonie à Santa Maria la Antigua del Darien, la première ville espagnole sur le continent américain. Grâce à son intelligence, son charisme et ses capacités de leadership, il devient rapidement la figure la plus influente du groupe, remplaçant les précédents dirigeants et gagnant le respect de ses hommes. Balboa était différent de nombreux conquistadors.
Non seulement il imposait son règne par la force, mais il apprenait également des peuples indigènes, négociait avec eux et utilisait leurs connaissances à son propre bénéfice. C'est ainsi qu'il entendit des rumeurs sur une grande mer, de l'autre côté de l'isthme, au-delà des montagnes et des denses jungles panaméennes. Selon les récits indigènes, cette mer regorgeait de richesses et était liée aux puissants empires du Sud. Pour Balboa, c'était l'opportunité de sa vie. S'il parvenait à trouver cette mer inconnue, son nom serait inscrit dans l'histoire et sa fidélité serait récompensée par la couronne espagnole. Le voyage épique vers le Pacifique. En septembre 1113, avec un groupe de 190 Espagnols et des centaines d'alliés indigènes, Balboa entreprit l'une des expéditions les plus difficiles de son temps. Le terrain était brutal, des jungles impénétrables, des rivières déchaînées, des insectes venimeux et une chaleur étouffante faisaient de chaque pas un combat. Pendant des jours, leur expédition avança à travers montagnes et marécages, affrontant non seulement les défis de la nature, mais aussi la résistance de tribus hostiles qui défendaient farouchement leur territoire. Mais Balboa, avec sa détermination sans faille, ne s'est pas arrêté. Je savais que j'étais sur le point d'entrer dans l'histoire. La grande découverte, 25 septembre 1513. Finalement, le 25 septembre 1513, Balboa et son groupe atteignirent le sommet d'une montagne de la région du Darien. De là, pour la première fois dans l'histoire européenne, un homme contempla l'immense océan Pacifique. Imaginons la scène. Balboa, son armure brillant au soleil, regardant avec émerveillement l'horizon bleu infini. À ce moment-là, il comprend qu'il a changé le cours de l'histoire, ouvrant la porte à de nouvelles routes commerciales, à des conquêtes et à des richesses inimaginables. Mais Balboa ne se contentait pas de le voir. Il décide de prendre possession de l'océan au nom du roi d'Espagne. Il descendit jusqu'au rivage, entra dans ses eaux avec l'épée dans une main et le drapeau espagnol dans l'autre, et proclama que cette mer et toutes les terres baignées par ses eaux appartenaient à la couronne espagnole. Les conséquences de sa découverte. La découverte du Pacifique a été un événement qui a changé le destin du Panama et du monde entier. À partir de ce moment, le Panama est devenu la route la plus stratégique d'Amérique, car elle reliait deux océans. Les Espagnols ont compris que contrôler l'isthme signifiait contrôler le commerce entre l'Atlantique et le Pacifique, et avec lui, l'accès aux richesses de l'Amérique du Sud. Mais le sort de Balboa, malgré son exploit, n'était pas celui auquel il s'attendait. La jalousie et la trahison de ses rivaux l'ont conduit à une fin tragique. Mais c'est une histoire pour un autre chapitre. 4. La fondation de la ville de Panama, 1519. La première sur la côte du Pacifique. La découverte de l'océan Pacifique par Vasco Núñez de Balboa en 1513 a changé à jamais l'importance du Panama sur la carte du monde. Les Espagnols comprirent que l'isthme n'était pas seulement un point stratégique, mais qu'il pouvait devenir le pont entre deux océans, l'endroit idéal pour contrôler le commerce de l'or, de l'argent et des épices qui proviendraient des terres conquises du Sud. Cependant, Balboa n'a jamais eu l'occasion de développer sa vision, car il a été trahi et exécuté en 1519 sur ordre du gouverneur Pedro Arias Dávila, mieux connu sous le nom de Pedrarias Dávila, un homme ambitieux, impitoyable et sans scrupules, qui ne tolérait aucun rival dans sa quête de pouvoir. Une fois Balboa écarté, Pedrarias était libre de prendre le contrôle total du Panama, la naissance d'une ville légendaire. La même année, le 15 août 1519, Pedrarias Dávila prend une décision qui marquera le début de l'histoire urbaine du pays, fonder la ville de Panama. Ce fait a fait de Panama la première ville européenne établie sur la côte de l'océan Pacifique et l'une des plus anciennes d'Amérique. Mais pourquoi les Espagnols ont-ils décidé de fonder la ville à cet endroit? Pour la stratégie et la commodité. La nouvelle ville était située dans une zone avec un accès facile à la mer, entourée de rivières et de terres fertiles, parfaite pour devenir le centre du commerce et des transports entre le Nouveau Monde et l'Espagne. De là, les Espagnols
pourraient organiser des expéditions au Pérou et dans d'autres régions du Sud, emportant avec eux l'or et l'argent qu'ils pilleraient au cours des années suivantes. Panama n'était pas seulement une ville, mais le début d'un réseau commercial mondial. De là, les richesses étaient acheminées à travers les Caraïbes et à travers l'Atlantique jusqu'à atteindre les ports de Séville. Au même moment, des marchandises, des armes et des esclaves africains arrivaient au Panama pour approvisionner les colonies espagnoles. Croissance rapide et route de l'argent. En quelques années, la ville de Panama est devenue l'une des colonies les plus importantes de l'Empire espagnol. La raison principale était son emplacement. Elle se trouvait sur le tracé de la célèbre route de l'argent, un système de transport terrestre et maritime destiné à transporter les trésors extraits d'Amérique du Sud vers l'Europe. Le système fonctionnait ainsi. Des navires chargés d'or et d'argent en provenance du Pérou sont arrivés à Panama City. Les richesses étaient transportées par le Camino Real jusqu'à Nombre de Dios, puis à Portobello, dans les Caraïbes. De Portobello, d'immenses flottes espagnoles transportèrent le trésor vers l'Espagne. Ce commerce a fait de Panama une ville pleine d'activités, avec des marchands, des marins, des soldats et des esclaves africains travaillant au transport de marchandises. En outre, la ville commença à se remplir de grandes demeures en pierre, d'églises et de places, reflétant la richesse et le pouvoir qu'elle avait accumulés. Mais avec la richesse est venu le danger, avoir autant d'or et d'argent en un seul endroit attirait les pirates, les corsaires et les ennemis de l'Espagne. Le Panama devient rapidement une cible convoitée et son histoire va prendre une tournure dramatique dans les années suivantes. Pendant ce temps, Panama City prospérait, mais dans l'ombre de l'ambition, de la cupidité et de la menace constante d'attaque. Une étape dans notre histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous captive. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est incroyable. Mais maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de très important. Avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Et autre chose, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui devrait aussi connaître cette histoire. Votre soutien est essentiel pour que davantage de personnes découvrent ce que signifie réellement le Panama et son héritage. Un clic de votre part permet à cette histoire d'aller plus loin. Continuons le voyage. 5. L'attaque d'Henry Morgan et la destruction du vieux Panama, 1671. Au XVIIe siècle, Panama City était déjà devenue l'une des plus importantes du continent américain. De là, de grandes quantités d'or et d'argent extraites d'Amérique du Sud partaient vers l'Espagne, ce qui la rendait non seulement riche, mais aussi une cible convoitée pour les pirates et les ennemis de l'Empire espagnol. L'un des plus redoutés d'entre eux était le légendaire pirate gallois Henry Morgan, un homme qui était non seulement un pilleur impitoyable, mais aussi un stratège impitoyable. Son nom sème la terreur dans les colonies espagnoles. Et son prochain objectif serait le Panama Henry Morgan, le pirate qui a défié un empire, Henry. Morgan n'était pas seulement un pirate errant qui attaquait les navires au hasard. C'était un corsaire, c'est-à-dire qu'il avait le soutien de l'Angleterre pour attaquer les villes et les navires espagnols dans les Caraïbes. Le roi d'Angleterre lui donna la permission de piller les richesses de l'Espagne et d'affaiblir sa puissance en Amérique. Et le Panama figurait sur sa liste de cibles les plus précieuses. En 1670, Morgan rassembla une flotte de plus de 30 navires et environ 1400 hommes sur l'île de Providencia. Son plan était ambitieux. Non seulement voler les trésors accumulés à Panama, mais aussi détruire la ville et humilier l'Empire espagnol. La marche infernale vers Panama. Morgan savait que Panama City ne pouvait pas être attaquée directement depuis la mer, car elle était située sur la côte Pacifique. Alors, il a élaboré un plan encore plus imprudent. Il s'empare d'abord de la forteresse de San Lorenzo à l'embouchure de la rivière Chagres, qui était le point clé pour entrer dans l'isthme. De là, il commença une marche brutale à travers
La jungle panaméenne, avançant à travers les rivières et les marécages, avec une armée de pirates affamés, fatigués et désireux de piller. La marche a duré plus d'une semaine. Les hommes de Morgan souffraient de la faim, de la maladie et des attaques constantes des forces espagnoles et indigènes qui tentaient d'arrêter leur avance. Mais rien ne les a arrêtés. Gold les a appelés et la fureur des corsaires était imparable. L'attaque et la destruction de la ville, 28 janvier 1671. Le 28 janvier 1671, Henry Morgan et ses hommes arrivèrent aux portes de Panama City. Ce qu'ils trouvèrent était une ville bien défendue par une armée espagnole d'environ 3600 soldats et civils armés. La bataille fut brutale. Les défenseurs tentèrent de résister, mais la stratégie de Morgan fut implacable. Ces pirates, endurcis par des années de combat, attaquèrent avec des canons, des épées et des mousquets, avançant comme une vague de destruction. Les Espagnols combattirent vaillamment, mais le sort de la ville était scellé. Finalement, alors que la défaite était imminente, une énorme explosion secoua la ville. Les Espagnols eux-mêmes ont incendié les entrepôts de poudre et incendié la ville pour empêcher les pirates de s'emparer de leurs trésors. Les flammes ont consumé le Panama. Des maisons en bois et des églises en pierre se sont effondrées sous l'incendie. En quelques heures, la grande ville de Panama était en ruine. Le butin et l'évasion de Morgan. Malgré les destructions, les pirates ont réussi à capturer une grande quantité d'or, de bijoux et d'objets de valeur. Morgan et ses hommes ont pilé tout ce qu'ils pouvaient, kidnappé de riches citoyens contre rançon et commis des atrocités contre la population. Après le pillage, Morgan et ses hommes revinrent avec leur butin sur l'île de Providencia. Mais le pirate avait un atout dans sa manche. Au lieu de partager la richesse avec son équipage, il s'enfuit secrètement avec la majeure partie du trésor, laissant ses hommes furieux et trahis. Peu de temps après, les autorités anglaises l'ont arrêté pour ses crimes. Mais contre toute attente, au lieu de le punir, le roi d'Angleterre l'a fait chevalier et l'a nommé gouverneur de la Jamaïque. Morgan, le destructeur du Panama, a terminé sa vie en tant qu'homme riche et puissant. La renaissance du Panama, une nouvelle ville. Après la destruction du vieux Panama, les Espagnols savaient que la ville devait être reconstruite. Mais cette fois dans un endroit plus sûr. C'est ainsi qu'est née la nouvelle Panama City, dans un site plus protégé, là où se trouve aujourd'hui la célèbre vieille ville. Cependant, l'attaque de Morgan a laissé une profonde blessure dans l'histoire du Panama. C'était un exemple de la façon dont l'avidité et le pouvoir pouvaient effacer de la carte l'une des villes les plus importantes du continent. Mais le Panama n'a pas abandonné. Elle renaît de ses cendres, plus forte et plus stratégique que jamais. 6. Le Camino de Cruces et l'importance du Panama dans la richesse espagnole. La destruction du vieux Panama par Henry Morgan en 1671 a marqué un avant et un après dans l'histoire de l'isthme. Bien que la ville soit restée en ruine, les Espagnols n'étaient pas disposés à abandonner un territoire aussi stratégique. Ils savaient que Panama était bien plus qu'un simple règlement. C'était la clé du commerce mondial en Amérique. Au lieu de reconstruire la ville au même endroit, ils ont décidé de la déplacer quelques kilomètres plus au sud-ouest, dans une zone plus protégée, là où se trouve aujourd'hui la vieille ville de Panama. Ce nouvel emplacement facilitait la défense contre les futures attaques de pirates et assurait la continuité du commerce. Cependant, il y avait quelque chose que ni Henry Morgan ni aucun ennemi de l'Espagne ne pouvait détruire. Les routes commerciales qui faisaient du Panama une plaque tournante centrale dans le transport des richesses vers l'Europe. Et au cœur de ce réseau se trouvait une route légendaire qui fut pendant des siècles l'axe de l'économie espagnole en Amérique, le Camino de Cruces. Le Camino de Cruces, la route de l'or et de l'argent. Le Camino de Cruces était un sentier qui reliait la ville de Panama sur la côte pacifique au fleuve Chagres qui se jetait dans la mer des Caraïbes. C'était le point clé de la célèbre route de l'argent.
utilisée pour transporter l'or et l'argent extraits du Pérou et d'autres territoires sud-américains vers l'Europe. Comment fonctionnait ce système? Les navires arrivèrent à Panama City chargés d'or, d'argent et d'autres richesses de la vice-royauté du Pérou. Les marchandises étaient déchargées et transportées à dos de mule ou à pied le long du Camino de Cruces, traversant la dense jungle panaméenne. Une fois arrivés au fleuve Chagres, les expéditions étaient embarquées dans des canoës ou des petits bateaux qui les conduisaient à Portobello, sur la côte atlantique. Depuis Portobello, les richesses étaient chargées sur d'immenses flottes qui partaient vers l'Espagne, escortées par des navires de guerre pour les protéger des pirates. Ce système a fait du Panama l'une des régions les plus riches et les plus actives du continent. Mais cela la rendait également vulnérable aux attaques constantes des corsaires, des pirates et des ennemis de l'Espagne. Les foires de Portobello, le marché des richesses américaines. L'un des événements les plus spectaculaires de ce système a été la foire de Portobello qui s'est déroulée sur la côte Caraïbe. Chaque fois que des navires espagnols arrivaient pour prendre l'or, Portobello devenait un grand marché en plein air où les marchands de toute l'Amérique et de l'Europe échangeaient produits et richesses. Les foires étaient si grandes et lucratives qu'elles duraient plusieurs semaines, avec des banquets, de la musique, des affaires et des transactions qui impliquaient d'énormes sommes d'argent. Panama n'était pas seulement une route de transit, mais aussi un centre commercial de premier ordre dans l'Empire espagnol. Mais tout cet afflux de richesses avait un côté sombre. Esclavage et souffrance sur la route de l'or. Le transport de l'or et de l'argent à travers le Panama n'aurait pas été possible sans le travail forcé de milliers de personnes. Les indigènes ont été les premiers à être contraints de travailler sur les routes transportant des métaux précieux à travers la jungle. Mais la maladie et les mauvais traitements ont considérablement réduit leur population. Face à cette situation, les Espagnols commencèrent à faire venir des esclaves africains qui devinrent la principale main-d'œuvre du Panama. Les esclaves étaient obligés de transporter de lourdes caisses d'or, des bateaux à rames et de construire les routes qui maintenaient le commerce espagnol. Mais tout le monde n'a pas accepté l'esclavage sans combattre. Dans la dense jungle panaméenne, les esclaves qui ont réussi à s'échapper ont rejoint des groupes de marrons, communautés d'Africains libres qui ont résisté à la domination espagnole. Les marrons sont devenus des guerriers redoutés, attaquant les caravanes d'or et défiant l'autorité coloniale. Le début de la fin de la domination espagnole au Panama. Pendant plus de 2 siècles, le Camino de Cruces et la route de l'argent ont fait du Panama l'un des joyaux les plus précieux de l'Espagne. Cependant, à la fin du XVIIIe siècle, l'histoire commence à changer. Les attaques constantes des pirates et des ennemis de l'Espagne rendaient la route de plus en plus dangereuse. Les colonies espagnoles d'Amérique commencèrent à se rebeller, affaiblissant le contrôle de l'Empire. Avec l'indépendance de pays comme le Venezuela, la Colombie et le Pérou, le flux de richesses via le Panama a considérablement diminué. Le Camino de Cruces, autrefois la route dorée de l'Empire espagnol, commença à tomber dans l'oubli. Cependant, le Panama ne cessera pas d'être important. Un nouveau rêve commençait à prendre forme dans l'esprit des explorateurs et des ingénieurs. La possibilité de construire un canal qui relierait l'Atlantique au Pacifique. Mais pour que ce rêve devienne réalité, il fallait d'abord que le Panama se libère de l'Espagne et trouve son propre destin. 7. Indépendance de l'Espagne, page 821. Le Panama rejoint la Grande Colombie. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, l'Empire espagnol n'était plus le géant invincible qui dominait l'Amérique depuis des siècles. Les colonies commençaient à se réveiller, inspirées par les idées de la Révolution française, de l'indépendance des États-Unis et des idéaux de liberté qui se répandaient sur tout le continent. Pendant ce temps, Panama, qui avait été l'un des points les plus stratégiques et les plus précieux de la couronne espagnole, commençait à ressentir les effets du déclin de la domination espagnole. La route de l'argent, qui avait fait de
L'isthme, le pont pour l'or et l'argent sud-américain, perdait de son importance en raison de l'indépendance de pays comme l'Argentine, le Chili et le Pérou, qui réduisaient considérablement le flux de richesses à travers le Panama. Les Panaméens, qui dépendaient depuis des siècles du commerce et des relations avec l'Espagne, ont commencé à voir avec des yeux différents la possibilité d'une nouvelle voie, l'indépendance. Les premières idées d'indépendance. Au début du 19e siècle, alors que des personnalités telles que Simón Bolívar, José de San Martín et Francisco de Miranda menaient la lutte pour l'indépendance en Amérique du Sud, le Panama se trouvait à la croisée des chemins, d'une. Part, de nombreux Panaméens restèrent fidèles à l'Espagne, car le commerce et la stabilité de l'isthme dépendaient de leurs relations avec la métropole. Mais d'un autre côté, le désir d'autonomie grandissait, notamment parmi les commerçants et l'élite créole, qui voyaient combien la puissance espagnole s'affaiblissait et combien l'indépendance devenait de plus en plus inévitable. En 1810, lorsque les premières rébellions éclatèrent en Amérique du Sud, le Panama resta relativement calme. Cependant, la guerre d'indépendance sur le continent a gravement affecté l'économie de l'isthme, car le commerce avec l'Espagne a été considérablement réduit et l'instabilité politique a provoqué l'effondrement de nombreuses routes commerciales. Les Panaméens savaient que tôt ou tard, ils devraient prendre une décision: rester sous la domination espagnole ou rejoindre la vague indépendantiste qui déferlait sur l'Amérique. Le moment décisif, novembre 1821. Le 10 novembre 1821, une petite ville de la péninsule d'Azuero, appelée la Villa de Los Santos, fit le premier pas en déclarant son indépendance de l'Espagne. Ce fut le premier cri de liberté au Panama, et bien qu'il ait commencé comme un mouvement local, il est devenu l'étincelle qui a déclenché l'indépendance de l'isthme. Les dirigeants de Panama City, voyant que le contrôle espagnol s'effondrait et que la majorité de la population soutenait l'indépendance, décidèrent d'agir rapidement pour éviter une guerre sanglante. Contrairement à d'autres pays, l'indépendance du Panama a été obtenue sans bataille ni affrontements armés. Le 28 novembre 1821, lors d'une réunion historique à Panama, les dirigeants politiques et économiques signèrent l'acte d'indépendance de l'Espagne. Avec cet acte, le Panama est officiellement libéré de la domination espagnole, mais il prend immédiatement une décision clé qui va changer son destin: rejoindre la Grande Colombie. Panama et Grande Colombie, une alliance stratégique. Au lieu de devenir un pays complètement indépendant, le Panama a décidé de rejoindre volontairement la Grande Colombie, le nouveau pays dirigé par Simón Bolívar, qui comprenait les territoires de la Colombie, du Venezuela, de l'Équateur et du Panama. Pourquoi le Panama a-t-il pris cette décision? Protection militaire. L'Espagne est toujours présente dans les Caraïbes et les Panaméens craignent qu'elle ne tente de reprendre l'isthme. En rejoignant la Grande Colombie, le Panama bénéficiait de la protection de l'armée de Bolívar. Commerce et stabilité. Le commerce panaméen dépendait de liens étroits avec l'Amérique et ne pouvait survivre dans l'isolement. Rejoindre la Grande Colombie garantissait la stabilité économique. Vision d'un continent uni. Simón Bolívar rêvait d'une Amérique latine unifiée, et de nombreux Panaméens partageaient cette vision. Ils croyaient qu'en faisant partie de la Grande Colombie, ils auraient un avenir plus prospère. Ainsi, en 1821, le Panama est passé du statut de colonie espagnole à celui de l'une des nations les plus ambitieuses du continent. Le rêve de Bolívar et la désillusion panaméenne. Simón Bolívar avait de grands projets pour le Panama. En fait, en 1826, il convoqua le Congrès amphictyonique du Panama, une réunion de dirigeants de toute l'Amérique latine dans l'espoir de créer une grande confédération de pays qui travailleraient ensemble pour défendre leur indépendance et renforcer leur économie. Mais le rêve de Bolívar commença bientôt à s'effondrer. La Grande Colombie était pleine de conflits internes. Le Venezuela et l'Équateur voulaient plus d'autonomie. Les provinces se battaient entre elles et le gouvernement central ne parvenait pas à maintenir la stabilité. En 1830,
la Grande Colombie s'effondre officiellement et le Panama se retrouve à nouveau dans une situation difficile. Elle n'était pas indépendante, mais elle ne disposait pas non plus d'un gouvernement fort pour la protéger. Tout au long du XIXe siècle, le Panama tenta à plusieurs reprises de se séparer de la Colombie, mais ne parvint jamais à consolider son indépendance définitive. Cependant, quelque chose de nouveau allait changer à jamais le destin de l'isthme, le développement du chemin de fer de Panama et, plus tard, le rêve d'un canal qui unirait deux océans. 19e siècle, tentative de séparation et construction du chemin de fer. Après son indépendance de l'Espagne en 1821, le Panama a pris la décision de rejoindre la Grande Colombie, estimant que ce pays émerge, dirigé par Simón Bolívar, apporterait stabilité, prospérité et protection contre d'éventuelles tentatives de reconquête espagnole. Cependant, ce qui semblait être un avenir prometteur s'est transformé en une série de frustrations et de conflits. Les frustrations du Panama en Grande Colombie. L'effondrement de la Grande Colombie en 1830 marqua le début d'un siècle mouvementé pour le Panama. La région est devenue partie intégrante de la République de Nouvelle-Grenade, qui deviendra plus tard la Colombie, mais le centralisme du gouvernement de Bogota a généré un mécontentement croissant parmi les Panaméens. Les habitants de l'isthme se sentaient oubliés. Malgré l'importance du Panama en tant que pont commercial entre les océans Atlantique et Pacifique, les autorités de la Nouvelle-Grenade n'ont pas investi dans son développement ni dans sa sécurité. En outre, l'instabilité politique constante en Colombie, avec des guerres civiles, des coups d'État et des luttes de pouvoir, a directement affecté le Panama, qui a vu ses intérêts ignorés. Pour ces raisons, le Panama a tenté de se séparer de la Colombie à plusieurs reprises tout au long du XIXe siècle, mais chaque tentative s'est soldée par un échec. Parmi les tentatives les plus importantes figurent 1831. Après la dissolution de la Grande Colombie, le Panama se déclare indépendant, mais ne parvient pas à maintenir son autonomie et est réintégré à la Nouvelle-Grenade. En 1840, sous la direction de Tomás Herrera, le Panama se sépare à nouveau et se déclare État de l'isthme, mais en moins d'un an, il est réincorporé de force à la Colombie. 1860, nouvelle tentative séparatiste au cours de l'une des nombreuses guerres civiles en Colombie. Mais le manque de soutien international empêche le Panama de devenir indépendant. Malgré ces tentatives infructueuses, l'idée d'un Panama indépendant était toujours vivante dans l'esprit de nombreux Panaméens. Il s'agirait cependant d'un événement extérieur qui changerait complètement le destin de l'isthme, la ruée vers l'or en Californie et la construction du chemin de fer de Panama. La ruée vers l'or et l'essor du chemin de fer de Panama. En 1848, une découverte aux États-Unis change la donne. De l'or est découvert en Californie. La nouvelle s'est rapidement répandue et des milliers de personnes ont commencé à se rendre dans l'ouest des États-Unis à la recherche de fortune. Mais il y avait un problème. Le voyage depuis la côte et des États-Unis jusqu'en Californie était extrêmement dangereux et lent. Voyager par voie terrestre signifiait traverser des milliers de kilomètres de déserts et de montagnes, faire face aux maladies et aux attaques des indigènes. Faire le tour de l'Amérique du Sud en bateau prenait jusqu'à 6 mois et constituait un voyage coûteux et risqué. Les yeux des investisseurs américains se sont tournés vers le Panama. Ils se rendirent compte que l'isthme offrait la route la plus rapide entre l'Atlantique et le Pacifique. S'ils pouvaient construire un chemin de fer à travers le Panama, les voyageurs pourraient atteindre les Caraïbes en bateau, traverser l'isthme en train, puis embarquer sur un autre bateau pour la Californie. C'est ainsi qu'est né l'ambitieux projet de chemin de fer de Panama, un ouvrage d'ingénierie sans précédent qui allait changer à jamais l'histoire du pays. Construction ferroviaire, un projet de sang et de sueur. En 1850, une entreprise américaine obtint l'autorisation du gouvernement colombien pour construire et exploiter le chemin de fer de Panama. La construction n'a pas été facile. Les travailleurs
ont dû faire face à des jungles impénétrables, des marécages infestés de moustiques, des pluies torrentielles et des maladies mortelles telles que la fièvre jaune et le paludisme. Des milliers d'ouvriers sont morts pendant la construction, pour la plupart des immigrants chinois, irlandais et afro-antillais, embauchés dans des conditions extrêmement dures. Le chemin de fer fut finalement ouvert en 1855, réduisant le temps de traversée de l'isthme de plusieurs jours à quelques heures seulement. Il s'agissait du projet d'ingénierie le plus coûteux et le plus ambitieux au monde à l'époque et faisait de Panama le point de transit le plus important d'Amérique. Les conséquences du chemin de fer, richesse et domination étrangère. La construction du chemin de fer a apporté la prospérité économique au Panama, mais à un coût élevé. Les investisseurs américains ont réalisé d'énormes profits, tandis que les Panaméens n'avaient aucun contrôle sur la richesse générée. De plus, la présence d'étrangers au Panama a considérablement augmenté, notamment d'Américains, ce qui a généré des tensions avec la population locale. Les Panaméens se rendirent compte que leur propre territoire était contrôlé par des puissances étrangères et que ce sentiment d'exploitation ne ferait qu'augmenter au cours des décennies suivantes. D'autre part, le succès du chemin de fer de Panama a démontré au monde le potentiel de l'isthme comme voie de transit interocéanique. Et peu de temps après, une idée encore plus ambitieuse a commencé à prendre de l'ampleur: la construction d'un canal qui relierait l'Atlantique et le Pacifique. Le Panama faisait toujours partie de la Colombie, mais l'influence des États-Unis sur l'isthme augmentait rapidement. Le 19e siècle s'est terminé avec le sentiment fort que le destin du Panama était lié à quelque chose de bien plus vaste: l'ambition de construire le canal. Il est temps d'écrire l'histoire ensemble. Si vous appréciez ce voyage à travers l'histoire du Panama, faites une petite pause et aidez-moi avec quelque chose de très important. Aimez cette vidéo dès maintenant, car en un seul clic, vous aidez davantage de personnes à découvrir cette histoire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche pour continuer à explorer le passé et l'avenir du Panama. Chaque like et chaque abonnement est un pas de plus vers notre histoire qui touche plus de personnes. Faites-le maintenant et passons à autre chose. 9. Le rêve du canal français et l'échec de Ferdinand de Lesseps, année 1880. Après le succès du chemin de fer de Panama, qui avait montré au monde l'importance de l'isthme comme voie de transit interocéanique, un nouveau rêve commençait à prendre forme: la construction d'un canal qui relierait l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Pendant des siècles, explorateurs, ingénieurs et visionnaires rêvaient d'une route qui leur permettrait de traverser l'Amérique sans avoir à contourner le dangereux Cap Horn, à la pointe sud du continent. Cependant, ce rêve n'a pas été facile à concrétiser. La forêt tropicale dense, le climat extrême et la géographie montagneuse de l'isthme rendaient la tâche impossible. Pourtant, un homme a osé tenter sa chance: Ferdinand de Lesseps, le célèbre ingénieur français qui avait dirigé avec succès la construction du canal de Suez en Égypte. Ferdinand de Lesseps est le grand projet français. En 1880, Ferdinand de Lesseps arrive au Panama avec une vision ambitieuse et une confiance inébranlable, convaincu que s'il avait réussi à ouvrir le canal de Suez, il pourrait le faire aussi. Au Panama, il fonda la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama, avec le soutien d'investisseurs français qui pensaient que ce canal serait le plus grand ouvrage d'ingénierie de l'histoire. De Lesseps propose de construire un canal au niveau de la mer, sans écluse, à l'instar du canal de Suez. L'idée semblait viable sur le papier, mais le Panama n'était pas l'Égypte. Ce qui a fonctionné dans le désert aride d'Afrique du Nord ne fonctionnerait pas dans la jungle humide et montagneuse de l'isthme. Le terrain panaméen était infiniment plus hostile. Des pluies torrentielles ont provoqué des glissements de terrain constants. La jungle dense était infestée d'insectes, de serpents et de maladies mortelles. Le niveau de la mer dans l'Atlantique et dans le Pacifique n'était pas le même, ce qui rendait la construction d'un canal impossible sans écluse. La chaîne de montagnes de l'isthme
en particulier le Cerro Culebra, constituait un immense obstacle qui nécessitait des fouilles colossales. Malgré ces défis, de Lesseps était déterminé à aller de l'avant, convainquant les investisseurs français que le projet était viable et apporterait une énorme richesse. Des millions de francs furent investis dans la construction du canal et des milliers d'ouvriers furent mobilisés pour réaliser les travaux. Un enfer dans la jungle, maladie et mort. Bientôt, le rêve de Lesseps se transforme en cauchemar. La fièvre jaune et le paludisme ont commencé à décimer les travailleurs à un rythme alarmant. À cette époque, on ne savait pas encore que les moustiques étaient les transmetteurs de ces maladies. Donc, des ouvriers mouraient sans que personne ne sache comment enrayer l'épidémie. Les conditions de travail étaient horribles. Les ouvriers passaient de longues heures sous un soleil de plomb à creuser dans un sol boueux qui, à chaque pluie, se recouvrait à nouveau. Les machines utilisées n'étaient pas suffisamment avancées pour affronter le terrain, ce qui rendait le travail lent et dangereux. Le manque d'hygiène et les moustiques transformaient les camps de travailleurs en véritables cimetières humains. On estime que plus de 22 000 ouvriers sont morts lors de la construction du canal français, l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'ingénierie mondiale. Le scandale du siècle, corruption et faillite. Au fur et à mesure que le projet avançait, il devint évident que de Lesseps avait largement sous-estimé les défis du terrain panaméen. La construction avançait trop lentement, les coûts montaient en flèche et les investisseurs commençaient à perdre confiance. Pire encore, la corruption au sein de l'entreprise était scandaleuse. De hauts responsables français ont volé des millions de francs, gonflé les contrats et trompé les investisseurs avec de faux rapports sur l'avancement des travaux. En 1889, la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama déclare faillite, laissant derrière elle des perspectives désastreuses. Le canal était inachevé et abandonné. Des milliers de familles françaises ont perdu leur argent. Ferdinand de Lesseps et d'autres auteurs ont été jugés pour escroquerie. Le scandale du Panama a été l'un des plus grands scandales financiers du XIXe siècle en France, ébranlant la confiance dans le gouvernement et laissant le Panama avec un gigantesque projet inachevé. Le rêve du canal n'était pas mort. Même si l'échec français a été un coup dur, le monde avait déjà perçu le potentiel du Panama en tant que point clé du commerce mondial. Les États-Unis, déjà présents sur l'isthme grâce au chemin de fer de Panama, surveillaient attentivement la situation. Le canal était une opportunité trop précieuse pour la laisser passer et bientôt, les Américains commenceraient à planifier leur propre version du canal, avec une technologie plus avancée et une approche complètement différente. L'échec de Ferdinand de Lesseps ne marque pas la fin du rêve du canal, mais le début d'une nouvelle ère dans laquelle les États-Unis prendront le contrôle du projet et changeront à jamais l'histoire du Panama. 10. Séparation du Panama et influence des États-Unis, 1903. L'échec de la tentative française de construction du canal de Panama à la fin du XIXe siècle ne signifie pas la fin du rêve interocéanique. Bien au contraire, il avait montré au monde que l'isthme était l'endroit idéal pour relier les océans Atlantique et Pacifique. Et un nouvel acteur, aux ambitions encore plus grandes, était prêt à réaliser ce rêve, les États-Unis. Cependant, avant que les Américains puissent prendre le contrôle du projet, il fallait lever un obstacle. Le Panama faisait toujours partie de la Colombie et les autorités colombiennes n'étaient pas disposées à abandonner leur territoire si facilement. S'ensuit un jeu politique, diplomatique et militaire qui se termine par la séparation du Panama de la Colombie en 1903, l'intérêt des États-Unis pour le canal. Depuis le milieu du XIXe siècle, les États-Unis cherchaient un moyen de relier. Leur côte était ouest sans avoir à contourner l'Amérique du Sud. Même si le chemin de fer de Panama 1855 offrait une solution temporaire, un canal était la véritable réponse à la stratégie commerciale et militaire américaine. En 1898, pendant la guerre hispano-américaine,
il devint évident que les États-Unis avaient besoin d'une voie rapide pour déplacer leur flotte navale entre les deux océans. Pendant la guerre, il a fallu plus de 2 mois à l'US Navy pour envoyer un navire de la côte atlantique vers le Pacifique, autour de l'Amérique du Sud. C'était inacceptable pour une nation qui aspirait à devenir une puissance mondiale. C'est alors que le président américain Theodore Roosevelt a décidé que la construction du canal était une priorité nationale. Mais pour ce faire, les États-Unis devaient contrôler l'isthme de Panama, le traité Eran-Hay et la résistance colombienne. En 1902, les États-Unis ont signé un accord avec la Colombie, appelé traité Eran-Hay, dans lequel la Colombie accordait le droit de construire le canal en échange d'une compensation financière. Cependant, le Sénat colombien a rejeté le traité en 1903, estimant que les conditions étaient injustes et que le Panama valait bien plus que ce que les États-Unis offraient. Les Colombiens voulaient renégocier l'accord, mais Roosevelt n'était pas disposé à attendre. Voyant que la Colombie refusait de renoncer au contrôle de l'isthme, les États-Unis se mirent à chercher une nouvelle stratégie, soutenir un mouvement indépendantiste au Panama. Le plan d'indépendance. Panama et les États-Unis unis pour le même intérêt pendant des années. Les Panaméens avaient tenté de se séparer de la Colombie sans succès, mais cette fois, ils avaient un allié puissant. Des hommes d'affaires panaméens, comme Manuel Amador Guerrero, ont commencé à négocier avec des diplomates américains, cherchant à obtenir un soutien pour une nouvelle révolution séparatiste. Le plan était clair. Les États-Unis soutiendraient militairement l'indépendance du Panama. Une fois indépendant, le Panama signerait un traité autorisant les États-Unis à construire le canal. Le 3 novembre 1903, avec l'aide des États-Unis, le Panama déclare son indépendance de la Colombie. Le gouvernement colombien, incapable d'envoyer rapidement des troupes dans l'isthme en raison du manque de voies de communication, n'a pas pu réagir à temps. Au même moment, des navires de guerre américains bloquaient les côtes panaméennes, empêchant la Colombie de tenter de récupérer le territoire. Sans verser une seule goutte de sang, le Panama est devenu un pays indépendant. Le traité Hay-Bunao-Varilla, le prix de l'indépendance. Quelques jours après l'indépendance, le Panama a signé un traité avec les États-Unis, connu sous le nom de traité Hay-Bunao-Varilla, qui donnait aux Américains le contrôle absolu d'une bande de terre d'environ 16 km de large le long de l'isthme pour la construction et l'administration du canal. Les conditions du traité étaient très favorables pour les États-Unis et désavantageuses pour le Panama. Les États-Unis ont obtenu le contrôle total de la zone du canal à perpétuité. Le Panama n'a reçu qu'une compensation financière minime. Les Panaméens n'auraient aucune souveraineté dans la zone du canal où gouverneraient les autorités américaines. Pour de nombreux Panaméens, l'indépendance a eu un coût élevé, car le pays est tombé sous l'influence directe des États-Unis. Bien que le Panama soit un nouveau pays, une partie essentielle de son territoire est désormais aux mains des étrangers. Le début d'une nouvelle ère, le Panama sous l'ombre des États-Unis à partir de 1903, la présence américaine au Panama devient dominante. Ils administraient non seulement la zone du canal, mais intervenaient également constamment dans la politique panaméenne. Pour certains, cela signifiait progrès et stabilité, car les États-Unis apportaient des investissements, des technologies et des emplois. Mais pour d'autres, cela signifiait une nouvelle forme de colonialisme, dans laquelle le Panama n'avait toujours aucun contrôle réel sur son propre destin. Pendant ce temps, le rêve du canal allait enfin devenir réalité, mais non sans sacrifice. La construction du canal de Panama par les États-Unis marquerait la prochaine grande étape de l'histoire du pays. Le canal de Panama, un chef-d'œuvre d'ingénierie, 1914. L'indépendance du Panama en 1903 marque le début d'une nouvelle ère pour l'isthme. Cependant, avec la signature du traité Hay-Bunao-Varilla, les États-Unis ont obtenu le contrôle absolu de la zone du canal, faisant du Panama un pays indépendant, mais avec une partie de son territoire sous domination étrangère.
Pour les Panaméens, la présence des États-Unis était une arme à double tranchant. D'une part, elle apportait des investissements, des infrastructures et de la stabilité. Mais d'un autre côté, cela signifiait un manque de souveraineté sur l'une de ses zones les plus stratégiques. Malgré cela, le pays était sur le point de devenir l'épicentre de l'une des plus grandes prouesses de l'ingénierie mondiale, la construction du canal de Panama. Un nouveau départ. Les États-Unis prennent le contrôle du projet. Après l'échec français dans la construction du canal dans les années 1880, les États-Unis ont relevé le défi de poursuivre le projet. Mais cette fois, les Américains ont tiré les leçons des erreurs commises par Ferdinand de Lesseps et ont adopté une approche complètement différente. En 1904, sous la direction du président Theodore Roosevelt, la construction du canal de Panama commença officiellement avec un investissement gigantesque et un plan comprenant de nouvelles technologies, de meilleures conditions sanitaires et un système d'écluses innovant. La plus grande différence avec le projet français réside dans la décision de construire un canal avec des écluses au lieu d'un canal au niveau de la mer. Cette nouvelle conception permettrait aux navires d'être élevés et abaissés grâce à un système de portes et de réservoirs, facilitant ainsi la navigation et réduisant le besoin de fouilles massives. Mais un défi plus important restait à relever: les maladies tropicales qui avaient tué des milliers de travailleurs français. La lutte contre les maladies, un changement vital. L'un des plus gros problèmes liés à la construction du canal était la fièvre jaune et le paludisme, qui ont décimé les travailleurs lors de la tentative française. Personne ne savait à l'époque que les moustiques étaient responsables de la transmission de ces maladies. Mais cette fois, les Américains ont agi différemment. Grâce aux études du docteur William C. Gorgas, une campagne d'éradication des moustiques a été mise en œuvre, qui comprenait drainage des marécages et des eaux stagnantes où se reproduisent les moustiques, fumigation massive avec des produits chimiques pour éliminer les larves, construction de maisons avec moustiquaires pour protéger les travailleurs. Ces mesures ont considérablement réduit les décès dus aux maladies tropicales et ont permis la construction du canal de se dérouler à un rythme plus rapide et plus sûr. Un exploit d'ingénierie sans précédent. La construction du canal de Panama a été un défi de taille. Pour mener à bien les travaux, les ingénieurs ont dû faire face à de multiples obstacles. The Culebra Cut, une gigantesque bande a été creusée à travers la montagne, enlevant des millions de tonnes de terre et de roches. Les écluses de Gatun, des portes en béton armé, ont été conçues pour élever les navires du niveau de la mer jusqu'au lac Gatun, un lac artificiel créé pour faciliter la navigation. Lac Gatun, un barrage a été construit pour créer le plus grand lac artificiel du monde à l'époque, servant de principale source d'eau au canal. Le nombre d'ouvriers ayant participé aux travaux était impressionnant. Plus de 75 000 personnes de différentes nationalités, dont des Afro-Antillais, des Américains, des Européens et des Panaméens, ont travaillé sans relâche pour construire le canal. Finalement, après 10 ans de travaux et un investissement de plus de 350 millions de dollars, le canal de Panama fut inauguré le 15 août 1914, avec le passage du premier navire, le SS Hong Kong. Le Panama est devenu le centre du commerce mondial, grâce à une voie navigable interocéanique qui a raccourci des milliers de kilomètres et facilité le transport de marchandises entre les océans Atlantique et Pacifique. Les conséquences du canal pour Panama. Si le canal a apporté des opportunités de développement, de commerce et d'économie, il a également accru la dépendance du Panama à l'égard des États-Unis. La zone du canal de Panama, administrée par les États-Unis, est devenue pratiquement un territoire américain à l'intérieur du pays. Les Panaméens n'avaient aucun contrôle sur le canal ni sur les revenus qu'il générait. La présence militaire américaine dans l'isthme s'est accrue, provoquant des tensions avec la population locale. Pendant des décennies, le canal de Panama a été un symbole de progrès, mais aussi de lutte pour la souveraineté.
Les Panaméens ont commencé à revendiquer de plus en plus leur droit de contrôler leur propre territoire, ce qui a finalement conduit à un long mouvement nationaliste au XXe siècle. Le Panama a abrité l'une des plus grandes merveilles du monde moderne, mais il n'est pas encore complètement maître de son destin. 12. Les luttes pour la souveraineté et le massacre du 9 janvier 1964. Le canal de Panama, inauguré en 1914, fut sans aucun doute l'un des ouvrages d'ingénierie les plus importants de l'histoire. Pendant des décennies, il a relié le monde, facilité le commerce et consolidé la position stratégique du Panama. Cependant, même si le canal se trouvait physiquement sur le territoire panaméen, son contrôle et son administration étaient entre les mains des États-Unis, ce qui a généré des tensions croissantes entre les Panaméens et le gouvernement américain. La présence des États-Unis dans l'isthme ne se limite pas au seul canal. Depuis la signature du traité Eibunaovarila en 1903, les Américains s'étaient approprié une bande de terre de 10 miles de chaque côté du canal, connue sous le nom de zone du canal de Panama. Dans cette zone, les États-Unis ont imposé leur propre système de gouvernement avec des écoles, des magasins, des quartiers exclusifs et des bases militaires, comme s'il s'agissait d'un territoire complètement séparé du Panama. Les Panaméens se sentaient comme des étrangers dans leur propre pays. Mais le sentiment de frustration et le désir de souveraineté grandissaient au sein de la population. Et ce mécontentement explosera avec fureur en 1964, lorsqu'un simple acte symbolique déclenchera l'un des moments les plus importants de l'histoire de la lutte panaméenne pour l'indépendance totale. Le mécontentement grandit, la zone du canal comme symbole de domination. Pendant plus de 50 ans, la zone du canal était une bulle d'exclusivité américaine au Panama. Là vivaient les zoniens, citoyens américains qui travaillaient dans l'administration du canal et qui bénéficiaient de meilleures conditions de vie que les Panaméens eux-mêmes. Les écoles de la zone du canal enseignaient l'histoire américaine, ignorant la culture panaméenne, et les rues étaient remplies de symboles américains, avec peu ou pas de représentation du drapeau panaméen. Cette situation a été perçue par les Panaméens comme une insulte à leur souveraineté nationale. Le canal se trouvait au Panama, mais le Panama n'en avait aucun contrôle. Dans les années 1950, le mouvement nationaliste panaméen a commencé à exiger des changements, poussant à ce que le drapeau panaméen flotte aux côtés du drapeau américain dans la zone du canal. En 1963, le président américain John F. Kennedy a accepté que le drapeau panaméen puisse flotter dans certaines zones de la région. Cependant, après son assassinat, l'administration américaine n'a pas mis en œuvre cette mesure de manière adéquate, ce qui a entraîné une tension croissante. 9 janvier 1964, la flamme de la protestation. Le 9 janvier 1964, un groupe d'étudiants panaméens de l'Institut national, armés uniquement de leur drapeau et du désir de justice, marchèrent vers le lycée Balboa, dans la zone du canal. Son objectif était de hisser le drapeau panaméen à côté du drapeau américain, comme symbole d'égalité et de respect. Cependant, ce qui avait commencé comme une manifestation pacifique s'est rapidement transformé en une confrontation violente. Les étudiants américains présents dans la zone du canal ont réagi avec hostilité et ont déchiré le drapeau panaméen, un acte qui a été considéré comme un grave affront à la dignité nationale. La nouvelle s'est rapidement répandue dans tout le Panama et des milliers de Panaméens sont descendus dans la rue pour protester, exigeant la fin du contrôle américain sur le canal. Les tensions sont montées jusqu'à ce que les forces militaires américaines ouvrent le feu sur les manifestants panaméens, déclenchant une répression brutale. Le massacre et ses conséquences. L'issue des affrontements a été tragique. 22 Panaméens sont morts, des centaines ont été blessés et l'indignation s'est répandue dans tout le pays. Le gouvernement panaméen, dirigé par Roberto Chiari, a rompu ses relations diplomatiques avec les États-Unis, marquant ainsi une étape importante dans l'histoire du Panama. Le 9 janvier 1964
fut non seulement un jour de protestation, mais aussi un réveil pour le peuple panaméen. À partir de ce moment, la lutte pour la souveraineté est devenue une priorité nationale et la pression sur les États-Unis s'est intensifiée pour que le Panama reprenne le contrôle de son propre territoire. Un pas vers la victoire, la route vers de nouveaux traités. Le sacrifice des Panaméens en 1964 n'a pas été vain. Les images de la répression brutale ont atteint la presse internationale et le gouvernement américain a été contraint de reconsidérer sa position. Petit à petit, les Panaméens ont réalisé ce qui semblait auparavant impossible. En 1967, de nouveaux accords sont négociés pour modifier le traité du Canal. En 1977, le général Omar Torrijos et le président américain Jimmy Carter ont signé les traités Torrijos-Carter, établissant un processus progressif de transfert du canal au Panama. Finalement, le 31 décembre 1999, le Panama a repris le contrôle total du canal de Panama, mettant ainsi fin à près d'un siècle de domination étrangère, un héritage de lutte et de souveraineté. Le 9 janvier 1964 a été marqué comme la journée des martyrs au Panama, rappelant que l'indépendance ne se gagne pas seulement par des déclarations, mais aussi par des sacrifices et des luttes. Les jeunes qui ont défilé ce jour-là avec leur drapeau réclamaient non seulement le droit d'ériger un symbole national, mais aussi le droit du Panama à être maître de son propre destin. Le chemin vers la souveraineté totale n'était pas encore terminé, mais cet événement fut le tournant qui conduisit le Panama à reprendre le contrôle de son territoire et de son canal. Moment d'interaction. Nous voyageons à travers l'incroyable histoire du Panama, mais maintenant je veux vous entendre. Dites-moi dans les commentaires, quelle a été la meilleure partie de la vidéo jusqu'à présent? Quel moment vous a le plus marqué? Votre commentaire est très important, car il aide cette vidéo à toucher plus de personnes. Et n'oubliez pas de laisser votre like si vous l'aimez, car en un seul clic, vous nous aidez à continuer à raconter l'histoire du Panama au monde. Écrivez votre commentaire maintenant et continuons ensemble à découvrir cette belle histoire. Allez, 13. La dictature de Torrijos et Noriega, 1968-1989. Le sacrifice des martyrs du 9 janvier 1964 avait réveillé un profond sentiment nationaliste au Panama. Le peuple panaméen n'accepte plus d'être une nation sans contrôle sur son propre territoire. La lutte pour la souveraineté du canal et la fin de l'influence américaine deviennent la principale cause politique du pays. Cependant, au milieu de cette lutte, le Panama est entré dans une période turbulente de son histoire, marquée par des gouvernements militaires, la corruption et une forte intervention étrangère. Deux personnages clés dominent cette période: le général Omar Torrijos et le général Manuel Noriega. Ce qui a commencé comme un gouvernement qui promettait de restituer la souveraineté au Panama s'est terminé par une dictature marquée par la répression, le trafic de drogue et une confrontation directe avec les États-Unis. 1968, coup d'État et arrivée de Torrijos au pouvoir. Le 11 octobre 1968, un groupe de soldats dirigé par le général Omar Torrijos et le colonel Boris Martinez renverse le président Arnulfo Arias Madrid, élu seulement 11 jours plus tôt. Arnulfo Arias était un homme politique charismatique, mais son gouvernement était considéré avec méfiance par les militaires, qui craignaient qu'il ne tente de réduire le pouvoir des forces armées. Profitant du mécontentement et de l'instabilité politique, Torrijos et ses alliés ont pris le contrôle du pays par un coup d'État. Ce qui semblait être une intervention militaire temporaire s'est rapidement transformé en un régime qui allait durer plus de 20 ans. Omar Torrijos, le leader nationaliste, et les traités Torrijos-Carter. Omar Torrijos n'était pas un dictateur traditionnel. Contrairement à d'autres régimes militaires d'Amérique latine qui imposaient la terreur et la persécution à grande échelle, Torrijos cherchait à se légitimer en tant que leader défendant les intérêts du peuple panaméen. Dès le début de son mandat,
Son objectif principal était de négocier avec les États-Unis le retour du canal de Panama. Il savait que la seule façon d'y parvenir était de recourir à la pression politique, à la diplomatie et à une stratégie bien calculée. Après des années de négociations et de tensions, en 1977, Torrijos et le président américain Jimmy Carter ont signé les traités Torrijos-Carter. Ces traités établissaient que les États-Unis restitueraient progressivement le canal de Panama. Le 31 décembre 1999, le Panama aurait le contrôle total du canal. Les États-Unis conserveraient le droit d'intervenir si la sécurité du canal était menacée. Les traités furent un triomphe historique pour le Panama et Torrijos devint un héros national. Pour la première fois, une date définitive a été fixée pour que le Panama retrouve sa pleine souveraineté. Mais tout n'était pas positif dans son gouvernement. Le régime militaire est resté au pouvoir sans élection démocratique, limitant les libertés politiques et recourant à la répression contre l'opposition. En 1981, Omar Torrijos meurt dans un mystérieux accident d'avion. Certains pensent qu'il s'agit d'une attaque, mais cela n'a jamais été officiellement confirmé. Après sa mort, le pouvoir au Panama est resté entre les mains de son cercle militaire, et parmi eux a commencé à se démarquer un personnage qui allait conduire le Panama à l'une des plus grandes crises de son histoire, Manuel Antonio Noriega. L'ascension de Manuel Noriega, de l'espionnage au trafic de drogue. Manuel Noriega était un soldat intelligent, ambitieux et impitoyable. Pendant des années, il a travaillé dans les services de renseignement panaméens et entretenait des liens étroits avec la CIA et le gouvernement américain. Dans un premier temps, Noriega a collaboré avec les Américains dans la lutte contre le communisme en Amérique latine. Il vendait des informations, facilitait les opérations secrètes et permettait d'utiliser le Panama comme base d'espionnage. Mais en même temps, Noriega construisait également son propre empire criminel. Il est devenu un acteur clé du trafic de drogue, permettant au cartel de la drogue d'utiliser le Panama comme point de départ pour le blanchiment d'argent et le trafic de cocaïne vers les États-Unis. Au fil du temps, ses relations avec les États-Unis se sont détériorées et Washington a commencé à y voir un problème. La dictature de Noriega et la crise avec les États-Unis. À mesure que Noriega consolidait son pouvoir, son régime devenait de plus en plus autoritaire. Ses principales caractéristiques étaient répression brutale, persécution et assassinat d'opposants politiques, corruption extrême, enrichissement personnel et contrôle des ressources du pays, alliance avec le trafic de drogue, protection des cartels de la drogue au Panama. En 1985, l'assassinat du docteur Hugo Spadafora, un opposant au régime, a suscité l'indignation internationale. Spadafora avait dénoncé les activités criminelles de Noriega et a été brutalement torturé et décapité. C'était un point de rupture. Les États-Unis, qui avaient auparavant toléré les actions de Noriega, ont commencé à faire pression pour qu'il soit retiré du pouvoir. En 1989, la crise atteint son paroxysme lorsque Noriega tente de manipuler l'élection présidentielle. Face aux preuves de fraude, le président américain George H.W. Bush a imposé des sanctions économiques et accru la pression militaire dans la région. Le conflit entre le Panama et les États-Unis était sur le point de dégénérer en guerre. La fin de la dictature, l'invasion américaine en 1989. Le 20 décembre 1989, les États-Unis lancent l'opération Just Cause, une invasion militaire massive visant à renverser Manuel Noriega. Les troupes américaines ont bombardé des positions stratégiques dans la ville de Panama, attaqué des bases militaires et pris le contrôle du pays en quelques jours. Noriega s'est caché dans la nonciature apostolique, ambassade du Vatican, mais s'est finalement rendu le 3 janvier 1990. Il a été arrêté et emmené aux États-Unis, où il a été reconnu coupable de trafic de drogue. Plus tard, il a également été jugé en France et au Panama pour des crimes commis sous son gouvernement.
L'invasion a laissé un bilan dévastateur. Des centaines de civils panaméens sont morts dans les bombardements et les affrontements. L'économie a été sérieusement touchée. Le pays était divisé entre ceux qui soutenaient la chute de Noriega et ceux qui rejetaient l'intervention américaine. Mais avec la chute du dictateur, le Panama est entré dans une nouvelle ère de démocratie et de reconstruction, laissant derrière lui plus de 20 ans de régime militaire. 14. L'invasion américaine et la fin de Noriega, 1989. L'aube du 20 décembre 1989 n'était pas comme les autres au Panama. En quelques heures, le ciel s'est illuminé d'explosions. Le bruit des hélicoptères et des avions de combat a résonné dans la capitale. Et des milliers de soldats américains sont descendus sur le pays dans le cadre d'une opération militaire sans précédent. L'invasion du Panama avait commencé. Cette opération, baptisée Opération Just Cause, avait pour objectif principal le renversement du général Manuel Antonio Noriega, le dictateur qui dirigeait le pays d'une main de fer pendant des années et qui était devenu un ennemi des États-Unis après des décennies d'alliés. Mais l'invasion n'était pas seulement une action militaire contre Noriega. C'est un événement qui a changé à jamais l'histoire du Panama, laissant une profonde blessure chez son peuple et marquant le début d'une nouvelle ère. Pourquoi les États-Unis ont-ils envahi le Panama? Pour comprendre l'invasion de 1989, il faut d'abord comprendre comment Noriega est passé du statut d'allié de Washington à celui d'ennemi numéro 1. Au cours des années 1970 et 1980, Noriega entretenait des relations étroites avec la CIA et le gouvernement américain, participant aux opérations de renseignement et à la lutte contre le communisme en Amérique latine. Panama était un point clé pour les intérêts américains dans la région, notamment parce qu'il abritait le canal de Panama, une artère vitale pour le commerce mondial. Cependant, au fil du temps, Noriega a commencé à abuser de son pouvoir, accumulant des richesses grâce au trafic de drogue, à la corruption et à la répression politique. Il est devenu un homme imprévisible, qui a joué sur les deux tableaux. D'un côté, il a collaboré avec la CIA, et de l'autre, il a protégé les cartels de la drogue colombiens et leur a permis d'utiliser le Panama comme base d'opération. En 1988, la patience de Washington s'est épuisée. Les États-Unis ont officiellement accusé Noriega de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Et le président George H.W. Bush a décidé qu'il était temps de prendre des mesures drastiques. Le dernier élément déclencheur s'est produit en décembre 1989, lorsque les troupes panaméennes ont assassiné un soldat américain et attaqué d'autres citoyens américains au Panama. Cet incident était le prétexte idéal pour Washington pour justifier une intervention militaire massive. Le déploiement de l'opération Just Cause, le 20 décembre 1989, à l'aube, 26 000 soldats américains entament l'une des plus grandes opérations militaires d'Amérique latine. L'attaque a été brutale et rapide, bombardements intenses. Dans des points stratégiques de la ville de Panama, notamment dans le quartier d'El Chorillo, où vivaient de nombreux civils, et qui a été dévasté par un incendie. Des bases militaires panaméennes ont attaqué simultanément pour démanteler l'armée de Noriega. Débarquement de troupes par voie aérienne et terrestre, les forces d'élite prenant rapidement le contrôle des points clés. À la recherche de Noriega, disparu après le début de l'invasion et réfugié à la Nonciature apostolique, ambassade du Vatican, en quête de protection. Les combats durent quelques jours, mais les conséquences sont dévastatrices. Des milliers de Panaméens ont été pris entre deux feux. Et bien que les États-Unis aient déclaré la mission un succès, la réalité dans les rues du Panama était différente. Des morts, des destructions et un pays sous le choc. L'arrestation de Noriega et sa fin en tant que dictateur. Après des jours d'attentats et une chasse aux médias, Noriega s'est réfugié à la Nonciature apostolique, estimant que la protection diplomatique empêcherait sa capture. Mais les États-Unis n'avaient pas l'intention de le laisser s'échapper. Ce qui suivit fut un épisode surréaliste. Les troupes américaines ont encerclé la Nonciature et ont soumis Noriega à une guerre psychologique.
À plein volume, ils ont joué du rock et du heavy metal, avec des chansons comme Welcome to the Jungle de Guns N' Roses et I Fought the Law de The Clash pour le pousser à abandonner. Noriega, isolé et sans issue, se rend finalement le 3 janvier 1990. Il a été emmené aux États-Unis où il a été jugé et condamné à 40 ans de prison pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. Plus tard, il a également été extradé vers la France et finalement vers le Panama où il a passé ses dernières années en prison jusqu'à sa mort en 2017. Les conséquences de l'invasion pour le Panama. Bien que les États-Unis aient déclaré la mission réussie et établi un gouvernement civil au Panama, l'invasion a laissé de profondes cicatrices sur la société panaméenne, pertes humaines. On estime qu'entre 500 et 4000 Panaméens sont morts, pour la plupart des civils innocents. Les chiffres officiels américains ont minimisé le nombre de morts, mais les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé les massacres et le recours excessif à la force. Destruction de quartiers entiers. El Chorrillo, un quartier populaire de la ville de Panama, a été dévasté par les bombardements. Des milliers de Panaméens se sont retrouvés sans abri et sans ressources. Dépendance et reconstruction. Après l'invasion, le Panama était sous le contrôle d'un gouvernement soutenu par Washington. L'économie a souffert, mais une ère de réformes démocratiques et de stabilité a également commencé. La fin d'une époque et le début d'un nouveau Panama. L'invasion de 1989 a clôturé le chapitre des dictatures militaires au Panama. Après plus de 20 ans de régime autoritaire, le pays est enfin revenu à un système démocratique. Cependant, la présence américaine dans l'isthme reste un sujet de controverse, notamment avec le canal de Panama, toujours sous contrôle américain. Mais le peuple panaméen n'avait pas oublié sa lutte pour la souveraineté et, avec la chute de Noriega, le prochain objectif était clair: récupérer le canal de Panama et contrôler son propre destin. 15. Panama au XXIe siècle, l'élargissement du canal et l'avenir du pays. Le 31 décembre 1999, à minuit, le Panama a finalement repris le contrôle total du canal de Panama, clôturant ainsi un chapitre de près de 100 ans de domination étrangère sur sa ressource la plus précieuse. Le transfert du canal des mains des États-Unis au Panama a été un moment historique, l'aboutissement d'une lutte qui avait commencé depuis le traité Aibuna-Ovarila en 1903, en passant par les protestations du 9 janvier 1964. Les négociations d'Omar Torrijos dans les années 70 et la chute de la dictature de Manuel Noriega en 1989. Avec le canal en sa possession, le Panama est entré dans une nouvelle ère dans laquelle le pays a eu l'opportunité de tirer parti de sa position stratégique pour stimuler sa croissance économique, moderniser et renforcer sa démocratie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le Panama devait démontrer au monde qu'il était capable de gérer le canal de manière efficace et, plus important encore, d'accroître sa capacité à relever les défis du XXIe siècle. L'administration du canal panaméen, 2000 à aujourd'hui. Lorsque le Panama a pris le contrôle du canal en 2000, beaucoup se sont demandé, le pays pourrait-il y faire face aussi efficacement que les États-Unis ? La réponse ne s'est pas fait attendre. Le Panama a non seulement bien géré le canal, mais il l'a fait encore mieux. L'autorité du canal de Panama, ACP, a été créée, une entité autonome chargée d'exploiter, d'entretenir et d'améliorer le canal sans intervention politique. Les opérations ont été modernisées, réduisant les temps de transit et augmentant l'efficacité. Les revenus générés par le canal ont commencé à bénéficier directement au Panama au lieu d'aller aux États-Unis. En quelques années, le Panama a commencé à récolter les fruits de son indépendance économique, avec une croissance soutenue et la consolidation du pays comme l'un des principaux centres logistiques et financiers d'Amérique latine. Cependant, un nouveau défi est rapidement apparu. Le canal devenait trop petit pour le commerce mondial. L'expansion du canal de Panama, un nouveau géant pour le XXIe siècle. Au fil des années, les navires qui traversèrent le canal devenaient de plus en plus grands et chargés de marchandises.
Les navires dits Panamax, conçus pour s'insérer directement dans les écluses d'origine, ne suffisaient plus à répondre à la demande croissante du commerce mondial. Pour rester compétitif, le Panama a dû agrandir le canal. En 2006, le gouvernement panaméen a organisé un référendum national pour que la population décide si le canal devait être agrandi. 77% des Panaméens ont voté pour, démontrant leur confiance dans l'avenir du pays. L'agrandissement du canal était un projet colossal qui a duré près de 10 ans, pour un coût de plus de 5,25 milliards de dollars. Améliorations incluses de ces nouvelles écluses plus grandes, appelées Neopanamax Locks, capables de recevoir des navires 3 fois plus grands que les précédentes. Un nouveau système d'économie d'eau pour réduire l'impact environnemental. Augmentation de la capacité de transit, permettant à davantage de navires de traverser le canal quotidiennement. Enfin, le 26 juin 2016, le nouveau canal élargi a été inauguré avec le passage du COSCO Shipping Panama, le premier navire Neopanamax à traverser la nouvelle infrastructure. Cet événement a confirmé le leadership du Panama dans le commerce maritime mondial et a marqué une nouvelle ère de prospérité pour le pays. Panama aujourd'hui, un centre logistique, financier et touristique. Aujourd'hui, le Panama est bien plus qu'un canal. Grâce à sa position stratégique et à sa stabilité économique, le pays est devenu un centre commercial et financier en Amérique latine. Sa capitale, Panama City, est une métropole moderne, dotée de gratte-ciel impressionnants, de banques internationales et d'une économie à la croissance la plus rapide de la région. En outre, le pays a investi dans les infrastructures et le tourisme, devenant ainsi une destination attractive pour les visiteurs du monde entier. Des endroits comme Bocas del Toro, San Blas, Boquete et la vieille ville de Panama ont placé le pays sur la carte en tant que destination touristique émergente. Sur le plan politique, le Panama a maintenu un système démocratique stable depuis la chute de la dictature en 1989, avec des élections libres et des gouvernements civils. Cependant, il reste confronté à des défis importants tels que la lutte contre la corruption, un problème qui continue de toucher l'administration publique, l'inégalité économique, car même si le pays s'est développé, la richesse n'a pas toujours été répartie équitablement. Les défis environnementaux, notamment dans l'utilisation de l'eau pour le canal, dans un monde de plus en plus touché par le changement climatique. L'avenir du Panama, où allons-nous? Le Panama a parcouru un long chemin depuis son indépendance, en 1903. Il a traversé des dictatures, des invasions, des luttes pour la souveraineté et de grandes réalisations en matière d'infrastructure. Aujourd'hui, le pays a la possibilité de poursuivre sa croissance, de diversifier son économie et de se consolider comme leader en matière de commerce, de technologie et de développement durable en Amérique latine. Avec le canal élargi pleinement opérationnel et avec une population de plus en plus instruite et connectée au monde, l'avenir du Panama est entre ses mains. L'histoire du Panama n'est pas seulement l'histoire d'un canal ou de sa lutte pour l'indépendance. C'est l'histoire d'un peuple résilient qui a courageusement relevé les défis et a su tirer parti de chaque opportunité pour grandir et prospérer. Le XXIe siècle ne fait que commencer pour le Panama et son rôle dans le monde ne fera que croître. Le Panama n'est pas seulement son canal, ni ses frontières, ni les noms des livres d'histoire. Le Panama, c'est son peuple, sa lutte, son identité. C'est l'écho de ceux qui ont élevé la voix pour la souveraineté, le sacrifice de ceux qui n'ont jamais abandonné, la résistance d'un peuple qui a refusé de se laisser dominer. Pendant des siècles, d'autres ont tenté de décider de notre sort. Ils nous ont conquis, ils nous ont vendus, ils nous ont trahis. Mais nous voilà debout, la tête haute, propriétaires de notre propre avenir. Connaître notre histoire, ce n'est pas regarder le passé avec nostalgie, mais plutôt en tirer des leçons pour construire un avenir meilleur. Le Panama a montré au monde que sa force réside dans son peuple, dans sa capacité à se relever encore et encore. Aujourd'hui, l'avenir est entre nos mains.
Sommes-nous prêts à écrire le prochain chapitre de notre histoire parce que l'histoire du Panama n'est pas terminée et vous en faites partie? Nous avons atteint la fin de cet incroyable voyage à travers l'histoire du Panama. Maintenant, je veux connaître votre avis. Dites-moi dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Avez-vous appris quelque chose de nouveau? Quelle partie vous a le plus marqué? Votre commentaire est essentiel pour que davantage de personnes découvrent cette histoire. Et avant de partir, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donnez-lui un j'aime, car chaque j'aime aide davantage de personnes à trouver ce contenu et continuons à raconter l'histoire du Panama. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.